Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'un fermier dans l'âme, un président transparent, Jimmy Carter. I will faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. En 1976, les Américains doivent choisir, d'un côté Gerald Ford qu'ils n'ont jamais élu et qui incarne la succession de Richard Nixon, en face Jimmy Carter, candidat démocrate qui veut régénérer la politique américaine. Il le sait, les politiciens n'ont pas vraiment la cote, surtout à cette période. Alors il faut être franc, transparent, moral, les Américains veulent un président normal, et c'est dans ce climat général que le démocrate remporte l'élection. Jimmy Earl Carter devient le 39e président des États-Unis. Après son passage à la Maison-Blanche, Jimmy Carter est retourné vivre dans la maison qu'il habitait avant de faire de la politique, dans un train de vie évidemment confortable mais très modeste comparé à certains autres anciens présidents. D'ailleurs, il était le plus ancien des ex-présidents américains encore vivants, il avait 100 ans, mais le 29 décembre 2024, coming on the air at this hour because we have just learned that former President Jimmy Carter, the 39th President of the United States, has died. Les États-Unis disent adieu à l'un de leurs présidents. Jimmy Carter est mort. This is a sad day, but it brings back an incredible amount of good memories. Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader. Il est de coutume, depuis Eisenhower, que les drapeaux américains restent en berne pendant 30 jours après le décès d'un ancien président. Jimmy Carter ne fait pas exception à la règle, les drapeaux sont donc en berne jusqu'au 28 janvier. Entre-temps a lieu un événement important pour les États-Unis, l'investiture du président élu Donald Trump. Ça veut dire que le 20 janvier, alors que Trump redevient président, les drapeaux ne flottent pas partout dans le pays. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Le républicain est très énervé par cette annonce et l'on peut imaginer que Jimmy Carter aurait plutôt apprécié cet énervement. L'ancien démocrate était profondément opposé au président républicain. L'un de ses derniers objectifs était tout simplement de rester en vie jusqu'au 5 novembre 2024 pour pouvoir voter pour la candidate démocrate Kamala Harris. Mission réussie malgré la défaite de sa candidate, mais on s'avance beaucoup trop loin. Revenons au président Carter. Jimmy Carter, c'est un homme issu d'une famille modeste de Plains, une petite ville dans l'état de Géorgie. Quand il a 4 ans, ses parents achètent une ferme que la famille transforme en exploitation d'arachides. Là, Carter passe une enfance heureuse au milieu de la nature, sans électricité ni eau courante. Et c'est sans doute le moment pour une petite anecdote, ou plutôt une grosse anecdote pour Carter. Nous sommes le 18 août 1927, la mère du jeune Jimmy, qui est infirmière, accouche ce jour-là l'une de ses voisines, Alice Smith. L'enfant va bien, c'est une fille, elle s'appelle Eleanor Rosaline Smith. 3 jours plus tard, Lillian emmène son fils de 3 ans, Jimmy, voir le nouveau-né. Les deux enfants grandissent ensemble, ils vont dans la même école et la jeune Rosaline se lie d'amitié avec la sœur de Jimmy. Oui, parce que Jimmy et Rosaline ont donc 3 ans d'écart, et dans ces âges-là, 3 ans, c'est beaucoup. Mais ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est qu'ils vont passer toute leur vie ensemble, mariés et amoureux. Après la Seconde Guerre mondiale, Jimmy Carter intègre la prestigieuse Académie navale d'Annapolis. Tout le monde est fier de lui et il devient alors un héros pour sa petite ville natale de Plains, un héros dont Rosaline tombe amoureuse. Ils se marient en 1946, ont 3 fils et la famille déménage régulièrement au gré des missions de Carter. Pendant plusieurs années, ils voyagent, il leur arrive de passer plusieurs mois au milieu du Pacifique. Mais cette vie est brusquement interrompue, le père de Jimmy Carter meurt et la ferme doit être reprise. Fini les beaux voyages et la belle vie, la famille Carter retourne là où ils ont grandi et le couple reprend l'exploitation familiale.
Mais ce schéma de vie ne plaît pas à Rosalyn, alors il s'installe à Atlanta, capitale de la Géorgie. Et c'est ici et maintenant que le couple se lance en politique. Oui, j'ai bien dit le couple. Jimmy Carter se présente pour devenir gouverneur de Géorgie. Il devient gouverneur de Géorgie, mais sa femme participe à tout, parfois aux réunions, aux déplacements, elle est omniprésente et elle continuera de le faire à la Maison-Blanche en 1977. Elle part en visite d'État en Amérique latine et c'est la première fois qu'une première dame représente publiquement son mari à l'étranger. Rosalyn et Jimmy Carter, c'est donc une belle histoire qui dure 77 ans, 4 mois et 12 jours, c'est-à-dire jusqu'au 19 novembre 2023, jour du décès de Rosalyn Carter. Carter président, c'est un bilan mitigé, contrasté. Les États-Unis connaissent à cette période le pire épisode de récession depuis 1930 et les Américains regrettent le manque de mesures concrètes sur le plan national. Globalement, le président paraît inefficace et sa volonté de transparence finit par désacraliser la fonction présidentielle. Les Américains voient alors un président faible, impuissant, qui n'hésite pas dans un discours à avouer son échec et à demander l'aide de ses concitoyens pour se faire réélire. C'est cette allocution qui restera comme le discours du malaise. Le mandat de Jimmy Carter est surtout synonyme de l'affaiblissement de la puissance américaine dans le monde. L'URSS envahit l'Afghanistan en 1979 et semble regagner sa puissance. L'une des seules éclaircies dans la politique étrangère de Carter, ce sont les accords de Camp David signés par l'Égypte et Israël en septembre 1978. Pour bien comprendre la portée de ces accords, il faut faire un rapide, très rapide, cours d'histoire sur les guerres israélo-arabes. À la fin du 19e siècle, un mouvement commence à émerger dans la communauté juive, le sionisme. Concrètement, ses partisans veulent la création d'un État juif sur un territoire bien précis, la Palestine. Selon la tradition juive, c'est la terre promise par Dieu à Abraham. Problème, ce territoire est occupé par l'Empire ottoman et la population arabe locale est à majorité musulmane. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et le Royaume-Uni promet aux Juifs la création d'un État en Palestine, promesse que les Britanniques ne tiendront pas mais qui sera reprise par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. L'Organisation des Nations Unies divise le territoire palestinien pour implanter un État palestinien et un État juif. Le plan est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, et après d'âpres négociations, le résultat tombe. 33 voix favorables au partage, 13 contre et 10 abstentions. En 1948, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, leader du mouvement sioniste, proclame la création de l'État juif d'Israël sans l'accord des populations arabes. Le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Iran et le Liban déclarent la guerre à Israël. C'est la première guerre israélo-arabe, elle dure 1 an et se termine par une victoire d'Israël, qui annexe au passage une grande partie des territoires accordés à la Palestine. En 1967, c'est la guerre des 6 jours, Israël gagne à nouveau et prend le contrôle de la bande de Gaza, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et de la péninsule du Sinaï. En 1973, nouveau conflit, la guerre du Kippour contre l'Égypte et la Syrie, qui veulent récupérer les territoires perdus 6 ans auparavant. Israël gagne encore, mais cette guerre fait douter l'État hébreu qui va commencer à dialoguer avec ses voisins. Et c'est là qu'arrivent les accords de Camp David. En septembre 1978, Jimmy Carter reçoit le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin à Camp David, lieu de villégiature des présidents américains. Après 13 jours de négociations tenues secrètes, ils tombent d'accord, l'Égypte s'engage à ne plus attaquer Israël, qui à son tour s'engage à évacuer peu à peu le Sinaï. There are still great difficulties that remain and many hard issues to be settled. But we should all recognize the substantial achievements that have been made. One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East. La victoire est totale pour Israël, l'Égypte reconnaît officiellement l'existence d'Israël, l'Égypte est neutralisée par son engagement et le bloc des pays arabes est divisé par cette négociation. La guerre entre Israël et les pays arabes est loin d'être terminée, mais ce traité de paix avec l'Égypte est un premier pas et permet à Jimmy Carter de s'illustrer en médiateur. Quand on parle de géopolitique sous la présidence Carter, il y a aussi un événement qui vient tout de suite, un événement qui marque profondément le président et qui achèvera son mandat.
Restons au Moyen-Orient. En 1979, l'Iran connaît une véritable révolution. Le régime monarchique du Shah, qui veut occidentaliser le pays, est renversé, et un chef religieux s'installe au pouvoir, un chef religieux en exil depuis sa prise de position contre le régime du Shah, l'ayatollah Khomeini. Il instaure une république islamique et se présente comme un ennemi de l'Occident et notamment des États-Unis. Et pour le prouver, il défie ouvertement la première puissance du monde. Le 4 novembre 1979, des manifestants prennent en otage le personnel de l'ambassade américaine de Téhéran. Leur revendication, leur ancien monarque, le Shah d'Iran, est soigné aux États-Unis. Ils exigent son retour en Iran. Au total, une cinquantaine d'otages, c'est un choc aux États-Unis. Attaquer une ambassade, c'est attaquer le territoire national américain. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran sont rompues et le président Carter va tout faire pour libérer les otages. En avril 1980, il lance une opération commando, mais c'est un échec cuisant. L'un des avions envoyés fait une mauvaise manœuvre, 8 soldats américains meurent dans l'explosion. Pour Carter, c'est le pire épisode de sa présidence. La faiblesse américaine est exposée au grand jour et devant le monde entier. Et alors que les élections approchent, il décide de ne pas faire campagne pour consacrer tout son temps à la libération des otages. La défaite est totale pour Jimmy Carter. Non seulement il ne parvient pas à faire libérer les otages, mais en secret, l'équipe de campagne de son concurrent républicain négocie avec le régime iranien. Et seulement 12 minutes après l'investiture du nouveau président, les otages sont libérés. Parce que oui, cet épisode diplomatique aura eu raison de Jimmy Carter. Les Américains choisissent un nouveau locataire à la Maison Blanche. À son tour, Ronald Reagan est élu président des États-Unis.